Disons les choses clairement. Ces auditions ont suscité chez moi, chez les membres de la commission, de l'étonnement et parfois de la consternation. Parce que le récit qui s'est reconstitué devant nous, c'est bien le récit d'une lente dérive, d'une forme de divagation politique. Une divagation qui nous a éloignés et de la transition écologique et de notre souveraineté énergétique. Bonjour à tous et bienvenue sur LCP pour ce nouveau numéro des grands débats. Aujourd'hui, retour sur un travail parlementaire majeur, celui d'une commission d'enquête. Les députés cherchent à comprendre comment la France a perdu peu à peu de son indépendance énergétique. Ils vont questionner les choix de politique énergétique, avec une question centrale: comment la France, qui disposait d'énergie en abondance, s'est-elle retrouvée à devoir importer son électricité à l'hiver 2022 ? Emmenés par les députés Raphaël Schellenberger et Antoine Armand, les députés commencent leurs auditions en novembre 2022 avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, fervent défenseur de la transition énergétique, mais aussi du nucléaire. Monsieur Jancovici, je vous prie donc de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous laisse donc la parole pour un propos introductif. Très bien. En fait, mon propos introductif va être relativement bref parce que j'imagine que c'est surtout vous qui avez des questions. Je vais juste faire deux commentaires, un sur mes titres et ce au nom duquel je m'exprime ou pas. Et le deuxième commentaire que je vais faire, c'est sur l'intitulé même de la commission d'enquête. En ce qui concerne mes titres, donc je précise que je ne m'exprime au nom d'aucune des instances pour lesquelles mon nom figure ici, donc je ne suis pas du tout habilité à m'exprimer au nom du Haut Conseil pour le climat, qui a une présidente qui fait ça très bien. Je ne suis pas plus habilité à m'exprimer au nom des mines, ni au nom de Carbone 4, donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'engage pas Carbone 4, et ni au nom du GIF Project. Voilà, ça n'engagera que moi. La deuxième chose que je souhaite préciser en ce qui concerne le titre même de votre commission. La France n'a jamais été indépendante énergétiquement depuis qu'elle a quitté l'ère des énergies renouvelables. C'est-à-dire que nous étions indépendants énergétiquement à l'époque où nous utilisions exclusivement les pierres et le bois du sol français pour construire des moulins à vent, les pierres du sol français et le bois pour construire des moulins à eau, et le bois français et l'herbe française pour faire avancer des animaux de trait. Depuis que nous sommes rentrés dans l'ère des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire et des nouvelles énergies renouvelables, etc., en fait, nous ne sommes pas indépendants parce que nous dépendons. Il y a une espèce d'imbrication des énergies. Je ne sais pas si l'historien des énergies qui est venu ici, c'est Jean-Baptiste Fressoz. Non, c'est pas lui, mais sinon, en fait, il y a une imbrication des énergies qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dégager une énergie de façon individualisée d'un système. Elles sont toutes imbriquées. Et par exemple, on ne fait pas de réacteur nucléaire sans métallurgie, donc sans charbon. On ne fait pas de panneaux photovoltaïques sans électricité au charbon, donc sans charbon. On ne les fait pas venir depuis la Chine sans pétrole parce qu'il faut que ça vienne. Donc en fait, il y a une imbrication des énergies aujourd'hui. Et sauf à ce qu'un pays maîtrise sur son sol la totalité à la fois des sources énergétiques impliquées, donc la totalité des énergies actuellement utilisées dans le monde, et la totalité des mines métalliques qui sont nécessaires pour fournir les dispositifs d'extraction de l'énergie de l'environnement et de transformation en des vecteurs énergétiques qui permettent d'alimenter nos machines, eh bien, on ne peut pas parler d'indépendance énergétique ou de souveraineté énergétique. Donc en fait, aucun pays ne la possède totalement. L'Arabie Saoudite a plus de pétrole que nous, mais elle n'a pas de mine de fer. Donc si elle était à frontières fermées, sans aucune communication avec l'extérieur, elle ne pourrait pas exploiter son pétrole. Voilà, donc c'était juste une petite remarque préliminaire pour dire que les mots ayant un sens, enfin en tout cas j'imagine qu'ils en ont un dans la commission, dans le titre de la commission d'enquête, je voulais juste faire remarquer que l'indépendance, ça n'existe pas, stricto sensu, et que la bonne question pour moi me semble être, pour l'ensemble du système énergétique, de savoir de qui on dépend, dans quelle proportion, avec quelle aptitude à se retourner si jamais on a un problème avec les gens dont on dépend. Voilà, c'est ça les bonnes questions. Et donc, c'est des questions qui sont nécessairement quantifiées et calandées. Avoir un débat, c'est pas du tout agressif ce que je vais dire, hein, mais avoir un débat philosophique sur l'indépendance, en fait, c'est très intéressant le soir, passer 23 heures, mais sinon, dans l'absolu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pratique. Experts, hauts fonctionnaires, industriels sont entendus par les députés. L'audition de Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie, est un moment fort de la commission d'enquête parlementaire. Son groupe fait partie des majors du pétrole. Mais la crise sanitaire de 2020 et la nouvelle donne sur le marché de l'or noir ont conduit son groupe à miser davantage sur les énergies renouvelables. Son groupe
qui garde aussi un lien très particulier avec l'État. Nous mettons 4 milliards d'euros, nous investissons 4 milliards de dollars ou d'euros, c'est pareil en l'occurrence, sur 16 dans les énergies renouvelables et décarbonées, électricité. Oui, c'est ce qui est. On n'arrête pas de me dire que c'est pas assez parce qu'on regarde le verre à demi-vide. La vérité, c'est qu'on doit être le cinquième plus gros investisseur au monde pour une seule entreprise dans ces secteurs-là. Alors bien sûr, on peut faire le rapport au profit. Mais les capacités d'investissement d'une entreprise ne sont pas décidées en fonction des profits de l'année, mais on regarde le sujet. On a décidé qu'on a annoncé qu'on augmenterait nos investissements et on va les augmenter. Ils passeront sans doute l'année prochaine à plus de 5 milliards. Alors après, on peut me poser la question qui n'a pas beaucoup d'intérêt, pour être honnête, pour faire un ratio que vous faites entre aujourd'hui et effectivement, pour pouvoir produire, il faut d'abord investir. Ça, c'est la définition. On a dit qu'en 2000, on visait d'avoir 20% de notre mix en 2030 dans les énergies électriques et renouvelables. Donc c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, c'est petit, bien évidemment, puisqu'on a commencé il y a 3 ou 4 ans. Donc j'ai pas la baguette magique, effectivement, et que dans l'énergie, il faut investir pendant des années avant de pouvoir produire. Donc voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la balance qu'on doit faire, et c'est un débat permanent au niveau avec notre conseil d'administration, c'est en même temps, on nous demande aussi de fournir le pétrole et le gaz dont vous avez besoin, le gaz naturel liquéfié. Donc on doit trouver le bon équilibre entre fournir l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui et construire et investir dans l'énergie de demain. Je pense que de toute manière, donc c'est le verre de midi ou le verre à demi plein. Nous, on considère en tout cas que, et les chiffres sont là, qu'on est un des acteurs qui investissent le plus dans ces énergies-là en ce moment au niveau mondial. Notre mission, c'est quelque part de fournir plus d'énergie au monde, parce qu'effectivement, notre champ, il est mondial, il n'est pas français ou européen, et en même temps, moins d'émissions. C'est ça, toute la stratégie de l'entreprise, c'est d'aller piloter les deux en même temps. Et pour faire cela, ce qui est durable, effectivement, pour pouvoir investir dans les énergies renouvelables, c'est parce que je fais des profits sur le reste. Si je n'ai pas trouvé encore la machine à investir sans faire des profits. Ça, je ne sais pas faire. Il y a l'Europe, il y a le reste du monde. La consommation, encore une fois, la population mondiale croît. Et dans tout ce débat, la question est de savoir, d'ailleurs l'accord de Paris est un accord sur le climat et le développement. C'est le titre qu'il porte. On a bien vu à Sharm el-Sheikh que le débat sur le développement était aussi présent. Et donc la question pour les pays émergents qui ont une population qui a une légitime demande d'accès elle aussi à l'énergie, à un bien-être que nous on a dans nos pays occidentaux, un besoin de plus d'énergie. Et tout le débat, tout l'enjeu compliqué, c'est comment on fait pour expliquer... J'ai passé du temps en Afrique du Sud récemment, à l'Afrique du Sud, d'éviter de continuer à créer des centrales au charbon. Or, leur seule ressource naturelle, pour l'instant, majeure, c'est le charbon, qui emploie d'ailleurs des centaines de milliers de personnes. Donc je pense que c'est ça le débat qu'on doit avoir si on est responsable, nous, Européens. Ce n'est pas de s'occuper seulement de nos émissions. C'est combien sommes-nous prêts à apporter à ces pays-là pour être capables, eux aussi, de faire la transition. Mais leur demander de rester dans le dénuement économique et social, ça ne me paraît pas la bonne réponse. Donc effectivement, l'essentiel des productions que nous faisons aujourd'hui, d'ores et déjà, elles ont une vocation pas seulement au marché européen ou français. La majorité de nos productions, d'ores et déjà, va vers ces économies-là. La croissance aujourd'hui de la demande, elle vient de ces pays-là. La commission d'enquête consacre une large part de ses travaux au nucléaire, l'énergie historique. Elle entend les principaux acteurs de la filière, notamment 3 anciens présidents d'EDF, Pierre Gadonex, Henri Proglio et Jean-Daniel Lévy. Les 3 hommes vont se livrer à un réquisitoire implacable contre le marché européen de l'électricité. Nous étions convaincus que s'il y avait une ouverture du marché, c'était EDF qui allait être gagnant, puisqu'on avait les meilleurs tarifs d'Europe. Donc ça ne nous gênait pas. Par contre, toute idée qui était de subventionner les concurrents qui venaient avec la reine, je peux vous dire que quand j'en ai entendu parler, là j'ai hurlé. J'ai toujours dit non, la reine est une monstruosité. Monstruosité. Je ne sais pas si vous le mesurez. Alors, pourquoi on a mis la reine? C'est pas de mon temps. Hein. Quand l'idée a été évoquée, je hurlais. Je disais, oh, c'est absurde. Qu'est-ce qui justifie que EDF subventionne ses concurrents? Alors, je fais l'avocat de l'adverse. La justification, c'est de dire que EDF a de fait un monopole en ayant le coût du nucléaire et que personne ne peut en bénéficier. Et donc que personne ne pourra jamais investir dans ce domaine. Donc la seule manière pour que les autres puissent investir, c'est qu'ils aient une partie de la rente nucléaire. Voilà la justification. Regardez,
aucun de ceux qui ont bénéficié de la rente n'a investi ni dans le nucléaire, ni même dans la production. Voilà. Ou très peu. Sauf Total qui a les moyens, qui n'a pas besoin de ça pour le faire. Le problème, c'est que Bruxelles, conscient de ça, a introduit des pilules empoisonnées pour empêcher EDF de s'imposer sur le marché. L'Arenh est une pilule empoisonnée. C'est une manière d'empêcher EDF de bénéficier de sa rente, hein, c'est clair. Donc je pense que l'Arenh est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû accepter. Alors c'est une collusion bruxelloise et allemande, hein, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne a toujours été très... honnêtement, le pouvoir politique allemand était très conscient que la France avait un avantage particulier avec les prix d'électricité bas, et y compris l'industrie allemande, hein, parce que à cette époque-là, je n'ai pas dit de montant, les tarifs pratiqués par EDF pour le secteur domestique et industriel étaient nettement inférieurs à ce qui se passait en Allemagne, de l'ordre de 30%, nettement inférieurs. Et donc, Bruxelles et les Allemands considéraient que c'était une distorsion de concurrence. Pourquoi prendre la France en otage de ce genre de réglementation absurde? Comment est-ce qu'on explique cette réglementation? Je voudrais qu'on ait simplement... La question de fond, c'est pour qui, à quoi servent ces réglementations? Quel est le but? Alors, à chaque fois, on me disait, oui, mais le but, comprenez, on fait le bonheur du peuple. La libre concurrence. Mais il n'y a qu'un seul producteur, camarades. La libre concurrence. Il était clair que ça allait se traduire par un désastre. On y assiste aujourd'hui. La deuxième loi géniale, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisqu'inférieur au coût de revient de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, à l'heure, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Je l'ai dénoncé pendant des années, avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Je voudrais, dans un premier temps, avant de répondre à vos questions, m'attarder sur deux des causes qui me semblent primordiales dans l'analyse du sujet de votre enquête. Quand j'arrive chez EDF, c'est fin 2014, quelle n'est pas ma surprise de prendre conscience des implications de la loi NOM, la loi du 7 décembre 2010, qui institue un mécanisme, l'Arenh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un mécanisme pernicieux qui va croissant sur l'endettement d'EDF au rythme d'environ 3 à 4 milliards d'euros chaque année d'accroissement de l'endettement d'EDF. Je l'ai dit et répété pendant 8 ans, l'Arenh est un poison pour EDF. Et je voudrais expliciter avec vous les 3 raisons qui font de l'Arenh un poison. Tout d'abord, le prix. Le prix est de 42 € pour 1 mégawattheure. Il est inchangé depuis l'instauration de l'Arenh le 1er janvier 2011. Et j'observe que ce prix s'appliquera encore sur l'exercice 2023. Ce prix est manifestement sous-évalué par rapport au prix de revient de notre production nucléaire. Je me réfère par exemple aux calculs détaillés qui ont été produits en 2019 par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Pourtant, elle est peu suspecte de soutien à l'égard d'EDF. Cette sous-évaluation engendre un affaiblissement systématique d'EDF, et je vais y revenir, mais je voudrais d'abord vous dire qu'au moment même de mon arrivée en 2014, devant cette sous-évaluation manifeste, le gouvernement français et la Commission européenne avaient engagé des discussions approfondies pour augmenter la valeur de l'Arenh, faire passer la valeur d'1 mégawattheure d'Arenh de 42 à 52 € par palier de 2 € chaque année. Hélas, cette négociation a pris fin assez vite lorsque le prix du mégawattheure sur le marché de gros européen est tombé sous les 42 €. C'était dans les derniers mois de 2015 et nous en sommes depuis restés
à 42 €. Et lorsque le prix de gros tombe sous les 42 €, comme fin 2015 et en 2016, nous voyons naturellement les opérateurs concurrents d'EDF dédaigner tout achat à l'Arenh pour acheter sur le marché à un prix inférieur. Et en cela, EDF est en somme une deuxième fois victime de l'Arenh, puisque ce mécanisme revient à donner une option gratuite aux concurrents d'EDF, dont bien évidemment ces concurrents font usage quand l'opportunité se présente. Cette caractéristique tout à fait étonnante est décrite par le mot asymétrie. Au cœur des critiques, le marché européen de l'énergie a aussi ses défenseurs. L'ancien directeur de cabinet d'Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, ou encore Elisabeth Borne, qui a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, mais aussi ministre de la Transition écologique. En fait, il y a deux façons de regarder l'Arenh. Il y a la façon vue d'EDF de considérer que c'est une contrainte et que ça empêche de maximiser le chiffre d'affaires et les revenus. C'est une façon de regarder l'Arenh. Il y a une autre façon de regarder l'Arenh qui est que c'est une très puissante protection des consommateurs français face, a fortiori, à des fluctuations du prix de l'électricité qui ont été très importantes ces derniers mois. Et moi, je nous invite vraiment à regarder ces deux volets de l'Arenh. Un certain nombre de nos voisins considèrent que c'est une forme de soutien, auquel ils souhaiteraient pouvoir accéder pour leur industrie. C'est un outil majeur de soutien à la compétitivité de nos industries. C'est un outil majeur pour éviter d'exposer les consommateurs français à des fluctuations du prix de l'électricité. Une fois qu'on a dit ça, il y a clairement des choses qui ne sont pas satisfaisantes dans le mécanisme actuel. Par exemple, quand j'étais ministre de l'Énergie, à un moment donné, les prix de marché étaient passés sous les prix de l'Arenh pendant le Covid, et on a vu les consommateurs, les clients, rendre de l'Arenh à EDF, qui du coup n'avait pas anticipé la vente de ces volumes d'électricité et a été pris de court, et ça a été certainement préjudiciable pour EDF. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est un mécanisme parfait. Il y a certainement des enjeux de symétrie dans le mécanisme, mais franchement, on a montré, le gouvernement a montré, les gouvernements successifs ont montré qu'on était aux côtés d'EDF quand ils ont pu avoir des difficultés financières. Donc je pense qu'il faut qu'on ait d'une part en tête la situation financière d'EDF, l'importance de cette entreprise, l'importance cruciale de cette entreprise pour notre pays, la nécessité de s'assurer que EDF a bien tous les moyens de son développement, et c'est ce qu'on a montré au cours des dernières années, et en même temps que ça ne nous conduise pas à renoncer à ce qu'est un outil sans doute à améliorer, à réformer, à adapter, un outil majeur sur la compétitivité de notre économie et de nos industries et de protection des ménages français. Je ne sais pas ce que les présidents d'EDF vous ont dit, mais moi j'ai été frappé en les écoutant sur le côté, je vous illustrer un petit peu de mentalité d'assiégé d'EDF. Moi j'ai un immense respect pour cette entreprise. Je considère qu'elle n'a pas toujours été aidée par les gouvernements, par la régulation européenne. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais le problème, il est d'abord et avant tout un problème industriel qu'il faut régler. Et le marché, l'Arenh, l'Europe, le gouvernement ne peuvent pas être uniquement des boucs émissaires pour expliquer tous les problèmes d'EDF. Ils en expliquent certains. Je suis le premier à vous le concéder. Mais ils n'expliquent pas tous les problèmes d'EDF. Le marché n'est pas responsable de l'indisponibilité des réacteurs. L'interconnexion européenne, le marché européen, ça a été longtemps une chance pour EDF, qui exporte quand même, qui a créé un peu de surcapacité à la fin des années 90 et qui était bien content d'exporter. Et un Arenh qu'il faut évidemment rénover. Un Arenh avec la fin des aberrations du droit d'option des fournisseurs alternatifs et avec une indexation plus raisonnable. Un Arenh, en soi, c'est plutôt un instrument assez sain de protection du consommateur et qui serait une régulation pas absurde
pour le futur EDF. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur ces sujets-là. Et c'est vrai aussi, très vrai, qu'il est plus difficile de motiver, de recruter, de motiver des ingénieurs quand on se fait critiquer toute la journée. Mais pardon de le dire, Total aussi se fait critiquer toute la journée. Les entreprises de plastique, elles se font critiquer toute la journée. Et pourtant, elles ont quand même les meilleures conduites de projet du monde. Donc il y a un moment donné, voilà, le problème d'EDF, c'est aussi un problème industriel qu'il faut qu'il règle. Il y a un nouveau patron d'EDF qui est tout à fait remarquable. Il faut faire très attention à ce que dans la transformation d'EDF, dans sa nationalisation, dans ce qui se profile, on n'en fasse pas un arsenal soumis à 4 tutelles de l'État, 3 autorités administratives indépendantes, et qu'on en oublie que, d'abord et avant tout, on veut retrouver l'excellence industrielle qui a souvent été, qui a longtemps été et qui est toujours dans beaucoup de domaines la caractéristique d'EDF. La commission d'enquête parlementaire entend de nombreuses personnalités, toujours en fonction ou en retraite de la vie publique. Parmi elles, Lionel Jospin. L'ancien Premier ministre socialiste de 1997 à 2002 revient sur les choix qui ont été les siens lorsqu'il était aux responsabilités. Avec le recul du temps, je pense pouvoir dire, en réponse aux interrogations légitimes qui sont les vôtres, que la politique conduite entre 1997 et 2002 n'a pas entraîné une perte de souveraineté et d'indépendance énergétique pour la France. Pendant les 5 années de mon gouvernement, le nucléaire sera une composante essentielle de la politique énergétique du pays. Nos actions dans le champ du nucléaire civil viseront donc à renforcer la filière industrielle et à lui redonner sa crédibilité dans l'opinion. Je vais énumérer brièvement maintenant ces actions. Certes, nous avons fermé Superphénix. À ceux qui ont dit que ce choix était strictement politique, je répondrai ceci. En annonçant cette intention dans l'accord signé avec les Verts, nous avons informé dûment l'opinion avant les législatives et les électeurs ont fait leur choix. Car la politique, c'est aussi instaurer une relation de confiance avec les citoyens par la transparence. En outre, en démocratie, dirait-on que les choix énergétiques qui engagent un pays sur des dizaines d'années sont purement techniques et non pas politiques, ce serait singulier. Pour autant, les raisons de la fermeture de Superphénix ont été avant tout industrielles. La technologie du surgénérateur était séduisante théoriquement. Le plutonium obtenu lors de l'utilisation de l'uranium dans les centrales classiques laissait espérer un usage comme combustible pour produire de l'électricité dans la filière du surgénérateur. En outre, la transmutation espérée des matières nucléaires semblait ouvrir une voie à l'élimination des déchets. Mais la centrale dite surgénérateur, lancée à Cress-Malville en 1977 et terminée en 1987, était un échec industriel. Elle n'avait jamais fonctionné de façon stable. Elle avait subi incident sur incident et connu de longs arrêts de fonctionnement. Les technologies employées étaient risquées, puisque le sodium explose au contact de l'eau et elles n'étaient pas maîtrisées après 20 ans d'efforts. Le projet, qui devenait lourd financièrement pour EDF, ne promettait pas le succès. Par contre, les recherches sur la transmutation des déchets nucléaires ont été poursuivies par la relance du réacteur Phénix. En outre, la fermeture de Superphénix ne fragilisait pas la sécurité énergétique du pays. Notons en effet que le projet Astrid de réacteur à neutrons rapides repris par le CEA en 2010 a été à son tour arrêté. 25 ans après notre décision, cette technologie n'a prospéré dans aucun pays occidental, notamment pas aux États-Unis et au Japon qui l'avaient explorée, même si elle semble
À voir si, semble-t-il, elle a débouché en Russie et peut-être en Chine dans des conditions que nous ne connaissons guère. Ainsi, solder l'échec industriel était une décision rationnelle et raisonnable qui ne portait atteinte ni à l'indépendance ni à la souveraineté énergétique du pays. Pour comprendre les choix successifs qui ont été ceux de la France en matière de politique énergétique, la commission d'enquête recueille le témoignage d'anciens ministres en charge de la transition écologique. Quand moi j'étais ministre, je pense que ça a été pareil après moi, vous savez, il n'y a jamais de décisions qui sont prises en ayant mis autour de la même table des représentants d'ONG, des représentants de syndicats ou autres. Le Grenelle, c'était quelque chose d'abord de particulier, qui ne s'est pas renouvelé sous la même forme, et qui, de toute façon, proposait un certain nombre de choses, et ensuite, le gouvernement et le Parlement prenaient leurs décisions. Mais en tout cas, quand moi j'étais ministre, j'ai jamais mis sur le même plan les responsables politiques, les responsables techniques et économiques de l'énergie, les syndicats et les ONG. Bon, donc ça, c'est clair et net. Alors, ça ne veut pas dire que les uns et les autres ne sont pas légitimes à exprimer des points de vue, mais moi, je considère que ce ne doit évidemment pas sous-traiter la décision. Par ailleurs, je le dis, ça a été public à ce moment-là, donc c'est quelque chose qui est facilement vérifiable. Moi, je me suis opposé à plusieurs reprises à certaines ONG, comme Greenpeace, par exemple, qui a fait un lobbying intense avec des campagnes médiatiques, avec des coups d'éclat dont ils ont le secret contre le nucléaire, mais qui n'a jamais rien dit contre les centrales thermiques. Et qui d'ailleurs n'a jamais salué le fait que nous ayons annoncé la fermeture des centrales à charbon. Et je crois que ça dit beaucoup de choses sur le fait que, sous couvert de vouloir agir pour le climat, en fait, il y a d'autres buts qui sont poursuivis, qui sont un peu des symboles, qui sont un peu des totems, voire peut-être de l'idéologie, je ne sais pas, par rapport au nucléaire. Et quand moi j'ai dit dans Le Monde en septembre 2018, j'aimerais qu'on sorte de la guerre de religion sur le nucléaire, bon, elle existe toujours, cette guerre de religion, malheureusement. Je pense que c'est dommage. Je note en revanche, avec intérêt, que le climat politique dans l'opinion a changé depuis 2-3 ans et qu'aujourd'hui, en France, on n'oppose plus systématiquement nucléaire, énergie nucléaire et écologie. Quand moi j'étais ministre, des journalistes me reprenaient dans des interviews pour me dire « vous ne pouvez pas faire de l'écologie si en même temps vous faites du nucléaire ». Bon, je considère que pour le climat, je l'ai dit, je l'ai écrit d'ailleurs, y compris après lorsque j'avais quitté le ministère, j'ai d'ailleurs évolué sur le sujet et je l'assume totalement, que le nucléaire est une contribution importante pour relever le défi climatique et que pour avoir une énergie décarbonée, le choix qui a été fait auquel j'ai participé entre 2017 et 2022, c'est un choix qui consiste à avoir à la fois un développement des renouvelables et également un maintien et un renouvellement du nucléaire. Autre audition marquante, celle d'Arnaud Montebourg. L'ancien ministre socialiste du redressement productif est aussi un fervent défenseur de la souveraineté industrielle de la France dans les secteurs stratégiques dont l'énergie fait partie. J'étais arrivé 3e à la primaire après avoir mis en ballottage Mme Aubry et M. Hollande. Et à l'époque, après la distribution des rôles, c'est-à-dire M. Hollande avait gagné la primaire, Mme Aubry, qui dirigeait le Parti socialiste, et j'étais dans la majorité de Mme Aubry, donc j'étais au courant de l'accord qui avait été passé avec Mme Duflot, qui dirigeait à l'époque le Parti écologie. Un accord a été passé entre ces deux dirigeantes de haute qualité. L'une avait été ministre, l'autre allait le devenir, et ont pris la décision de passer un accord de réduire le nucléaire de 24 réacteurs qui devaient être fermés d'ici 2025, nous étions en 2011, et avec horizon 2025, une limitation à 50% de la production électrique d'origine nucléaire qui se traduisait par une fermeture de 24 réacteurs. Donc c'est un accord qui avait été négocié, auquel je n'ai pas participé aux négociations, et vous allez très vite comprendre pourquoi, mais c'est un accord contre des circonscriptions, puisqu'il y avait 60 circonscriptions qui avaient été offertes au Parti écologiste
qui d'ailleurs a provoqué beaucoup de réactions, y compris en Saône-et-Loire, puisque une dans mon département avait été affectée au Parti écologiste, et j'ai indiqué qu'il était hors de question qu'on soutienne quelqu'un qui allait taper sur l'énergie nucléaire et le fermer dans le département où on produisait des chaudières nucléaires. Donc j'ai dit, c'est très bien, nous présenterons une candidate, qui était une de mes vice-présidentes du Conseil général, qui d'ailleurs a été élue contre le candidat de l'écologie Les Verts, parce que nous ne voulions pas accepter cet accord. Alors, je vous le dis tout de suite, tout le monde s'est posé la question, je crois que vous avez posé la question à plusieurs dirigeants politiques, comment avait été noué cet accord ? L'accord a été présenté par Martine Aubry à l'époque comme un changement de société et par Cécile Duflot comme une rupture historique. Bon, pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique de manière à marquer les esprits, et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, vogue la galère. Alors, il y a quand même eu un vote au Bureau national du Parti socialiste. Il y a eu 33 voix pour, 5 contre. J'ai fait partie des 5. Il y a eu quelques prises de parole expliquant qu'il n'était pas acceptable qu'on puisse, d'un trait de plume, briser une industrie de cette nature. Je n'étais pas le seul, mais nous n'étions pas très nombreux. Et les réactions qui se sont enchaînées au sein de mon parti de l'époque ont été surtout liées aux circonscriptions et bien trop peu au problème des réacteurs. Je crois que M. Cazeneuve était intervenu à cette époque, mais il n'était pas, je crois, membre du Bureau national. Mais il s'est exprimé à l'époque. Et nous étions tout à fait d'accord. Donc, c'est de cette date-là qu'a commencé le problème de l'affaiblissement de la filière nucléaire. Même si vous êtes remonté jusqu'à l'époque du gouvernement Jospin avec la fermeture du Creil-Smallville et du premier réacteur à sodium, à neutrons rapides. Enfin, là, c'est 24 réacteurs en état de marche. Je vais vous dire les conséquences que ça a eu dans le processus décisionnel. Alors, François Hollande, candidat de notre parti, a déclaré immédiatement ne pas vouloir fermer 24 réacteurs, tout en conservant la fermeture du plus ancien d'entre eux, Fessenheim. Et il a maintenu l'objectif des 50% réduits à horizon 2025, et il est entré à l'Élysée sur cette base-là, en quelque sorte nettoyer des excès de l'accord. Nous étions confrontés à l'engagement du président de la République, M. Hollande, qui était quand même le démontage d'une filière archi-profitable, exportatrice, qui investissait. Et donc pour nous et mon équipe, c'était un énorme problème. Notre analyse était que l'engagement du président de la République ne pourrait jamais être tenu parce qu'il menait à l'impasse. Je vous le dis franchement. Il était impossible de réduire à 50% en 13 ans sans fermer 2 réacteurs par an. Et pour une raison simple, comme c'était de l'électricité pilotable, il faudrait réouvrir des centrales à charbon et au gaz qu'on me demandait de fermer avec la ministre de l'écologie. D'ailleurs, j'allais sur les sites dire aux travailleurs, quand même, je suis allé, je crois, dans le Nord, ils n'étaient pas très contents quand même qu'on leur annonce que c'était la fin du charbon. On leur a dit, oui, il y a quand même une donnée de l'histoire. Donc, on nous demandait de fermer les centrales à charbon, mais on savait que si on fermait des réacteurs nucléaires, il se passerait exactement ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont réouvert, ils ont fermé 11 centrales nucléaires, Mme Merkel, et ils en ont réouvert 10 centrales à charbon et au gaz en même temps. C'est exactement ce qui risquait de se passer, et tout le monde en avait conscience. La Belgique est exactement en train de faire la même chose. Et en même temps, il n'y avait pas de capacité de remplacement par les énergies renouvelables en si peu de temps. Je rappelle qu'un réacteur fermé, nous en avions fait l'analyse, c'est 800 éoliennes à installer par réacteur. Donc si vous fermez, où est-ce qu'on va les mettre? Et ça coûte 4 milliards. Donc on détruit des capacités de production profitables, amorties, qui peuvent encore durer un certain temps et plusieurs décennies, et il fallait les remplacer par des nouvelles capacités. Donc tout ça n'avait aucun sens, c'était une impasse à la fois technique, économique, financière et industrielle. Je vous fais passer une note des 3 services, la Direction du Trésor, de l'Agence des participations de l'État et de la Direction générale des entreprises, qui s'appelait la DG6 à l'époque, du 3 juin 2014, qui explique l'impasse. C'est une note destinée au ministre. Donc là-dedans, ministre des Finances, ministre de l'Économie, je l'étais, ministre de l'Industrie, tous ceux qui étaient à Bercy. Donc cette note, vous verrez qu'elle est tout à fait claire sur la nature de l'impasse. Et évidemment, pour nous, on allait fermer des usines, des centrales nucléaires, archi profitables, amorties,
certifié par l'autorité de sûreté nucléaire, envoyer les employés au chômage. Donc c'était de la destruction de valeur pure par bêtise politique. Fait inédit dans l'histoire des commissions d'enquête sous la Ve République, l'Assemblée nationale entend 2 anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, auditionnés le même jour. Les 2 anciens chefs d'État exposent leur vision de la politique énergétique de la France en défendant le bilan de leur quinquennat. L'audition de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande ont parfois pris des allures de duel à distance, plus de 10 ans après l'affrontement des 2 hommes au second tour de l'élection présidentielle en 2012. D'abord, je veux dire que le nucléaire est un sujet de président de la République. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet d'indépendance majeur et parce que les décisions en matière de nucléaire sont des décisions non pas à décade, mais enfin, je veux dire, si c'est à décade, c'est à décade au pluriel. Le mandat de 5 ans, même le mandat de 7 ans, ne suffit pas. Je l'ai vu même avec les éoliennes au large du Pays de la Loire, les éoliennes offshore, c'est moi qui les ai décidées. Mais elles ont été inaugurées non pas par mon successeur, mais par M. Macron. Donc c'est vous dire le continuum. Quant au nucléaire, il a fait l'objet d'un consensus politique. J'ai été ministre de M. Mitterrand pendant la cohabitation. C'est pas lui qui m'a nommé, mais je l'ai eu comme président de la République. Il n'a jamais mis en cause le nucléaire. Donc, le nucléaire, c'est la première idée. C'est un sujet de président de la République. Ça ne veut pas dire que le président est un ingénieur. Ça ne veut pas dire que je suis capable de vous expliquer le processus. Mais c'est un sujet qui remonte sur le bureau du président de la République. Ce n'est pas, il se trouve que j'ai été ministre d'État, mais ce n'est pas un ministre seul, fût-il le ministre de l'Industrie, qui peut décider. Vous voyez bien que ça engage trop de monde et trop l'avenir. Toute ma vie politique, j'ai pensé que la filière nucléaire était une chance pour la France. Je n'ai jamais changé d'avis sur ce sujet. C'est le droit d'autres d'avoir un autre avis. Et j'ai d'ailleurs été très souvent accusé de faire partie, comment dit-on, du lobby nucléaire. C'est une plaisanterie. Le seul lobby qui existe, c'est le lobby antinucléaire. Le lobby antinucléaire est beaucoup plus puissant que le lobby nucléaire, puisque le lobby antinucléaire bénéficiait pendant des années de la bienveillance médiatique. Pourquoi je suis pour le nucléaire? Je n'ai pas changé, ce n'est pas très original ce que je vais dire à ce point-là. Mais parfois, il y a des idées vraies qui doivent être martelées, rappelées. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas originales qu'elles ne sont pas exactes. On entend tellement de bêtises. J'ai toujours été pour le nucléaire pour une raison première simple, c'est que nous n'avons pas d'énergie fossile. Et ce n'est pas parce que c'est connu que ça ne doit pas être rappelé. Tout part de là. Si nous avions des énergies fossiles, naturellement, la discussion serait tout autre. La deuxième chose, pour remplir nos objectifs environnementaux, nous avons besoin du nucléaire. Les plus préoccupés par le réchauffement climatique devaient être les premiers défenseurs du nucléaire. La vérité, elle est là. Plus vous êtes préoccupés du réchauffement climatique, plus vous êtes préoccupés des questions environnementales, plus vous devez être pour le nucléaire. C'est invraisemblable qu'il en soit le contraire. Comme si on devait opposer énergie renouvelable et énergie nucléaire. Ça n'a aucun sens. Les partisans de l'énergie nucléaire sont tous pour les énergies renouvelables. Les partisans de l'énergie renouvelable, beaucoup sont contre l'énergie nucléaire. Ils devraient être pour. Je vous dis une chose. Nous ne pourrons pas remplir nos objectifs environnementaux, vous voyez ce que je veux dire sur les objectifs environnementaux, d'émissions, si nous n'avons pas l'énergie nucléaire. Troisième argument pour lequel je suis pour le nucléaire, il est moins
mis en avant, mais il est absolument capital. J'aurai l'occasion d'y revenir. La filière nucléaire a accumulé pendant 70 ans un potentiel extraordinaire de compétences technologiques, qui ne sert pas que pour le nucléaire. C'est une filière qui tire derrière elle, au fond, toute l'industrie. Et le moindre signal de remise en question du nucléaire remet en question une filière de formation, Monsieur le Président. Il faut des années pour que les meilleurs étudiants, nos meilleurs ingénieurs soient formés. Si vous envoyez un signal négatif sur l'industrie nucléaire, vous cassez la formation, durablement. C'est un peu comme l'affaire, vous savez, des quotas pour les médecins. Un gouvernement prend une décision de mettre des quotas sur la formation de médecins. Sur le moment, la décision est totalement inodore. 10 ans après, vous vous rendez compte qu'il manque des médecins, parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Ben, pour le nucléaire, c'est pareil. Et donc, nous avons là une filière fantastique, scientifique, de haut niveau technologique, qui traîne tout le monde vers le haut. Je suis pour le nucléaire parce que de toutes les énergies, c'est celle qui produit le moins de nuisances visuelles comme sonores, parce qu'il faut comprendre une chose, il n'y a pas une énergie qui soit totalement neutre. Toute forme d'énergie, et justement parce que c'est de l'énergie, produit des effets négatifs, plus ou moins grands, mais il n'y a pas une énergie disponible qui n'ait pas d'effet négatif ou indésirable. Et enfin, je suis pour le nucléaire parce que c'est grâce à ça que nous avions eu l'électricité la moins chère. Une fois rappelé ça, on se dit, mais c'est tellement évident, comment peut-il exister des gens contre le nucléaire? Parce que ce que je viens de dire, encore une fois, n'a rien d'original, mais enfin, c'est incontestable. C'est absolument incontestable. Bon, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre ça. Alors, non seulement, je vais aggraver mon cas, je suis pour le nucléaire, je l'ai toujours été, mais j'ai voulu faire un petit travail rapide, je vous rassure, pour récapituler tous les aiguillages, tous les moments d'aiguillage, aiguillage, vous comprenez, c'est-à-dire où sur votre bureau arrive une décision, vous la prenez ou vous la prenez pas. Hein, on ne peut pas faire, ah ben ça ne m'intéresse pas, l'énergie. Le nucléaire, c'est le nucléaire, c'est pas pour moi. Hein, je suis un juriste, donc je ne comprends pas, j'y touche pas. Donc, toute ma vie politique, j'ai pris des décisions en faveur de la filière nucléaire, toute ma vie politique. Quelles que furent mes fonctions. Mais pire, je les ai toujours assumées publiquement, quel que soit le prix politique à payer, parce que maintenant c'est facile d'être pour le nucléaire. Hein. J'en vois qui font des doubles saltos, des triples saltos arrière, nous y reviendrons. Hein, parce que là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais je vais dire une première chose, là. Le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne des chasses aux sorcières du Moyen-Âge. Irrationnelle, mensongère. Et on peut dire que les premières fake news, c'est là. C'était une hystérie médiatique et collective qui ne reposait, et je le démontrerai, sur rien. Donc, c'est pas tout de prendre des décisions pour le nucléaire, il fallait les assumer. Parce que quand vous étiez pro-nucléaire, oh là là, alors là, vous n'étiez pas moderne, vous verrez. La succession de périodes d'investissement massifs et de périodes d'arrêt peut être destructeur pour une filière d'une telle intensité technologique. Je vous dis une chose. Les signaux désastreux, politiques, idéologiques, qui ont été envoyés ont découragé les meilleurs de nos étudiants d'aller dans la filière nucléaire. Parce que contrairement à ce qu'on dit, la parole du politique, ça compte. Et contrairement à ce qu'on dit, l'action commence par les mots. Les mots ont un sens, surtout en France. On a l'amour des mots. Et quand vous, les politiques, vous avez peur du nucléaire, vous envoyez un signal que vous allez détruire cette filière, parce qu'attention,
L'arrêter, c'est la détruire. C'est comme si vous m'expliquiez que l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique, il n'y a pas de marée. Avec le nucléaire, vous avancez ou vous reculez. Vous vivez ou vous mourrez. C'est ça, la filière technologique de haute intensité. Vient alors le débat d'entre-deux tours avec Nicolas Sarkozy. J'ai cru comprendre que vous aviez reçu mon prédécesseur et qu'il a toujours cette faconde qui le rend particulièrement attractif, au moins auprès de ses amis, et j'en suis heureux pour lui. Et donc, je me suis replongé dans le débat qui nous avait animés l'un et l'autre. Dans ce débat donc d'avril 2012, le sujet du nucléaire vient nécessairement, compte tenu de l'importance et du caractère régalien du choix que le président de la République doit faire, généralement au début de son mandat. Et donc, Nicolas Sarkozy, et je peux comprendre cette attitude dans un débat, utilise l'accord qui vient d'être passé entre les Verts et le Parti socialiste, sauf que je lui dis que je ne suis pas engagé par cet accord. Et que j'ai donc cette déclaration que je refais devant lui, hélas sans sa présence, mais je pense que je peux m'adresser encore à lui. Je veux garder le nucléaire comme source principale de production d'électricité, mais réduire sa part à mesure que les énergies renouvelables vont monter en production. Et comme le débat se prolonge, je dis, bon, écoutez, vous voulez garder toutes les centrales, moi je veux fermer une centrale et j'en ouvrirai une autre, Flamanville. Ce sera la seule position que je prendrai sur les centrales durant mon mandat. Je ne veux pas anticiper sur la suite. Je n'ai même pas fermé Fessenheim durant mon mandat, mais je revendique cette décision. Fessenheim devait fermer dès lors que Flamanville devait ouvrir. C'est sur cette position-là, très claire, 50%, une centrale qui devait fermer, Flamanville qui devait se poursuivre, et le maintien de ce qui faisait la force de notre industrie nucléaire, que je me suis présenté devant les Français et qu'ils m'ont accordé leur confiance, alors même que la position majoritaire de nos concitoyens à cette époque était sans doute très défavorable au nucléaire. Mais que je considérais que ma responsabilité, pas simplement de candidat, de futur président de la République, si les Français m'accordaient leur confiance, c'était de maintenir la filière nucléaire et de la maintenir à haut niveau. Deuxième interrogation que je veux poser pour revenir sur cette année 2012, quel était l'état de la filière nucléaire lorsque j'arrive aux responsabilités en 2012? La dernière décision de construction d'une centrale nucléaire en France datait de 2005. C'était Jacques Chirac, président de la République, pas son ministre d'État, non, c'était Jacques Chirac, président de la République, qui a décidé de lancer une nouvelle centrale, Flamanville. Nous sommes en 2005. Il prend une décision importante, mais il fait le choix d'un exemplaire unique, sans effet de série, ce qui est la grande différence par rapport au grand programme qui avait été lancé précédemment. L'EPR, donc, devait être livré en 2012, et je rappelle qu'il ne l'est toujours pas 11 ans après. Donc, il n'y a aucune décision qui a été prise durant le mandat de Nicolas Sarkozy de lancer des centrales. Il n'y a que celle de Jacques Chirac qui doit trouver son aboutissement durant la période où moi-même j'accède à la présidence de la République. Sur Penly, puisqu'il y avait un projet de lancer un deuxième réacteur à Penly. Cette décision, en 2011, avait été reportée. L'enquête publique avait été plusieurs fois repoussée. Et en octobre 2011, EDF et le gouvernement décident de renvoyer à après 2012 l'enquête de Penly. Je vais ajouter un dernier élément, c'est que durant le mandat de mon prédécesseur, Fessenheim avait déjà été évoqué comme pouvant éventuellement fermer. Vous avez reçu Madame Kosciusko-Morizet qui a donné un argument supplémentaire en parlant du radier.
c'est-à-dire le plancher en béton de la centrale, qui était plus fin que celui de toutes les autres centrales. Et elle a réitéré devant vous en déclarant que l'épaisseur n'atteignait pas le niveau de sûreté de 3e génération. Mais moi, ce qui me paraissait le plus essentiel, c'était que nous pouvions faire de Fessenheim, alors que nous savions que dans 10 ans, dans 15 ans, nous aurions à fermer des centrales parce qu'elles arrivaient au terme de leur vie, il soit possible, sur le site de Fessenheim, d'en faire un centre de recherche pour précisément la prolongation des centrales et le démantèlement. D'où cette décision et le message de modernisation. Peut-être ainsi énoncé, la plus vieille de nos centrales était remplacée par la plus moderne, en l'occurrence l'EPR de Flamanville. Et c'est le lien qui a été établi, notamment dans la loi de transition énergétique dont vous avez parlé, la loi de 2015. J'en dis donc quelques mots. La loi de 2015, d'abord, a été précédée par un grand débat énergétique avec toutes les parties prenantes, patronat, syndicats, élus locaux et bien sûr ONG. C'est Madame Bateau qui avait été chargée de ce débat et je pense qu'elle l'a parfaitement mené. Après, elle a fait un autre choix, mais lorsque Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, présente la loi de 2015, c'est inspiré par ce que ce débat a pu fournir. La loi de 2015, c'est la première fois qu'un texte du Parlement vient fixer les objectifs d'une politique de transition énergétique et crée 2 instruments pour que cette politique puisse être traduite, les PPE et la stratégie bas carbone. Deuxièmement, si l'objectif de 50% à l'horizon 2025 est rappelé, il n'a pas de force obligatoire, puisque c'est un horizon qui est défini, il n'a pas de caractère normatif, et d'ailleurs, il ne fait l'objet d'aucune trajectoire. La seule disposition qui est entrée en vigueur, et qui peut avoir un caractère contraignant, nous y reviendrons, c'est le plafonnement de 63,2 gigawatts de puissance installée en capacité de production nucléaire. Le 6 avril 2023, après près de 6 mois de travaux, Raphaël Schellenberger et Antoine Armand présentent leur rapport à la presse. Un rapport sans concession qui invite, avec 30 propositions, à ne pas reproduire les erreurs du passé. Disons les choses clairement. Ces auditions ont suscité chez moi, chez les membres de la commission, de l'étonnement et parfois de la consternation. Parce que le récit qui s'est reconstitué devant nous, c'est bien le récit d'une lente dérive, d'une forme de divagation politique. Une divagation qui nous a éloignés et de la transition écologique et de notre souveraineté énergétique. C'est l'histoire du lien, souvent défaillant, parfois même inexistant à vrai dire, entre l'expertise scientifique et technique d'une part, l'instruction des dossiers et la décision politique. C'est l'histoire de rapports qu'il aurait peut-être fallu lire, relire ou parfois simplement penser à commander. C'est donc aussi l'histoire de décisions souvent partielles, différées. C'est enfin malheureusement l'histoire de décisions prises à l'envers, sans méthode, sans prospective, aux conséquences lourdes et qui ne semblaient trouver leur source, disons-le simplement, que dans l'inconscience ou dans l'électoralisme. Nous ne sommes que des responsables politiques. La solution technologique en matière d'innovation de rupture, de game changer, comme on dit dans le milieu des startups, ce n'est pas à nous de la trouver. Notre responsabilité, c'est de la permettre. Et pour la permettre, notre boulot, c'est le rapport de la société à ces questions énergétiques et la place du débat énergétique et la façon dont il est animé dans le débat public. Ce n'est pas nous qu'allons construire des centrales nucléaires. Ce n'est pas nous qu'allons construire des éoliennes. Ce n'est pas nous qu'allons imaginer, je ne sais pas moi, le réacteur à sel fondu qui sera la rupture technologique de demain ou la captation du carbone dans l'air qu'on pourra mettre en énergie liquide dans les moteurs thermiques d'aujourd'hui. Ce n'est pas nous qu'allons le faire. Ce que fait notre rapport, ce que change notre commission d'enquête, c'est la perception du caractère essentiel de ce sujet dans le débat public. Je pense que ce qu'on a réussi, c'est d'en faire un vrai sujet ces 6 derniers mois. Quand on voit comment nos travaux ont été suivis sur les réseaux sociaux,
sur la plateforme de l'Assemblée, sur les plateformes de vidéo. Certaines auditions dépassent les 2 millions de vues. Pour des travaux parlementaires, c'est quand même un truc qui est assez atypique. Maintenant, le vrai défi pour nous, c'est comment on fait en sorte que cette pression que met la représentation populaire qui siège à l'Assemblée nationale sur ces questions énergétiques ne cesse pas avec la fin de la commission d'enquête. Le vrai défi pour nous, c'est celui-là. Ce n'est pas de trouver la solution miracle, parce que nous ne sommes que des politiques. Mais c'est de continuer à animer cet intérêt et cette pression populaire sur les questions énergétiques. Les travaux des députés ont reçu un accueil large au sein du grand public, chose plutôt rare pour une commission d'enquête parlementaire. Ainsi se termine ce numéro des grands débats. On se retrouve très vite sur LCP pour un autre moment parlementaire.